ma première question, ce serait de vous demander si vous pourriez essayer de nous donner une idée de ce que c'est la poésie visuelle, et tout en retraçant les grandes lignes de l'histoire du mouvement. C'est évidemment une très vaste question. Un début de réponse, c'est on peut aller le chercher chez les poètes visuels eux-mêmes, en examinant de qui ils se réclament. Alors les points de référence qui sont donnés à peu près universellement, c'est dans un premier temps les calligrammes d'Apollinaire, les idéogrammes lyriques comme il les appelait, et dans un deuxième temps peut-être ceux qui font une réflexion plus théorique, plus approfondie sur le plan théorique, c'est le Mallarmé du coup de dé. Mais une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose parce qu'on a simplement indiqué que les poètes pouvaient cesser d'avoir recours uniquement à la ligne écrite, c'est-à-dire avec des mots qui se succèdent selon une séquence temporelle, et pouvaient sortir de la ligne de manière à occuper l'espace, et de cette manière-là se rapprocher de quelque chose qu'on pourrait qualifier d'art plastique ou de dessin ou de peinture. C'est ce que Apollinaire lui-même disait, moi aussi je suis peintre, le jour où il a fait des calligrammes. Donc ça pourrait être peut-être le point de départ, au point de vue de leur réflexion théorique. Le mouvement lui-même, il est né de certaines rencontres fortuites, si tant est qu'on peut parler de fortuit dans ces matières-là, parce que les rencontres ne se font quand même pas tout à fait au hasard. En l'occurrence, c'est quand même une rencontre qui, à première vue, semble très improbable. C'est celle d'un poète suisse qui était en fait à la fois brésilien et suisse, qui s'appelle Eugen Gomringer, qui se trouvait au Brésil et qui a voulu rencontrer les jeunes artistes. Je ne sais pas comment encore les qualifier, c'était des poètes, et je pense qu'ils se présentaient eux-mêmes comme poètes, qui venaient de lancer une petite revue qui a eu quelques numéros, une revue tout à fait confidentielle d'ailleurs, qui au départ était fabriquée par eux, manuellement, diffusée en très petit nombre. Je ne sais pas trop, on n'a jamais publié nulle part la manière dont Gomringer s'était approprié un de ces exemplaires. C'est peut-être aussi le hasard qui a joué. Toujours est-il qu'il est allé les voir. Les trois personnages en question, c'était deux frères surtout, Haroldo et Augusto de Campos. Alors Gomringer s'est trouvé avec eux et ils se sont aperçus que chacun, indépendamment les uns des autres, chacun poursuivait une voie assez similaire. Donc les Brésiliens avaient envie, eux aussi, de sortir de la linéarité de la poésie écrite et même d'aller beaucoup plus loin, c'est-à-dire d'utiliser, dans un premier temps, les couleurs. Alors, ils ont assez fréquemment utilisé des sortes de dialogues ou de conversations entre plusieurs personnes, chacune étant individualisée par une couleur différente. Ça pouvait aller plus loin dans leur esprit, mais ils ne parvenaient pas à le faire parce qu'ils n'avaient pas les moyens financiers. C'était des tout jeunes gens, et ils avaient à peine 20 ans. Et ils auraient bien aimé que leurs poèmes puissent apparaître sur des murs ou avec des lampes de couleurs qui programmées de manière à s'allumer et s'éteindre selon des séquences déterminées, etc. Mais ils n'avaient pas les moyens de le faire, de sorte qu'ils se sont rabattus sur une publication relativement élémentaire sur le plan technique. Ils faisaient tout eux-mêmes, hein, donc ils devaient écrire, utiliser des lettres A7 pour reporter les caractères, etc. Mais c'était quand même fait avec un grand soin. Alors, la question, justement, est-ce que c'est de la poésie ou est-ce que ça cesse d'être de la poésie? Moi, je pense que si on veut un critère simple, tant qu'on utilise des mots, ça fait partie des arts du langage et on peut donc appeler ça de la poésie. Mais en même temps, puisqu'on utilise, on explore des dimensions qui sont celles de la surface, de la couleur et d'autres encore, l'éclat par exemple, dans les poèmes lumineux, le mouvement dans les poèmes machines, on se rapproche de la plastique des arts, des plasticiens.
Et Augusto de Campos, dont je parlais à l'instant, se qualifiait, utilisait lui-même l'expression poésie-art. C'est de la poésie-art. Bon, c'est une manière de dire. Ce n'est pas l'appellation qui a prévalu. L'appellation qui a prévalu, c'est poésie concrète, hein, comme vous venez de le dire. Poésie concrète, c'est un drôle de mot. Ils se sont mis d'accord entre eux. Donc, il y a eu un accord entre les trois protagonistes, là, et un quatrième d'ailleurs, aussi, pour l'appeler poésie concrète. Pourquoi? Je crois. Mais je ne suis pas vraiment historien, mais je pense que ça doit avoir été lié très fort au fait que Gomringer, à l'époque, était le secrétaire personnel de Max Bill. Et Max Bill, c'était un peintre allemand à Fribourg en Brisgau, en Allemagne, qui avait lancé un mouvement de peinture concrète. Et c'était aussi à peu près le moment où Nicolas Scheffer en France lançait la musique concrète, donc c'était beaucoup le concret. Voilà, concret. Peut-être une sorte de réaction contre le romantisme, l'exhibition du moi, et des choses de ce genre-là dont ces gens-là ne veulent pas. On ne veut pas entendre parler de ça. La poésie doit devenir en quelque sorte objective. Et ici à Liège, hein, vous connaissez Georges Lins et son grand slogan « Poésie égale béton ». Voilà la poésie concrète. Comment en êtes-vous arrivé, vous, à fréquenter ces artistes, ces poètes ? Je dois dire que je me suis toujours beaucoup intéressé à la poésie depuis mon adolescence, mais je ne soupçonnais absolument pas la possibilité de faire autre chose que des sonnets ou des élégies ou des poèmes traditionnels. Jusqu'au jour où j'ai été nommé rédacteur du Journal des Poètes. Et dans le Journal des Poètes, on s'est réparti les tâches. Il y avait là-dedans une douzaine de personnes, dont Jacques Isoard d'ailleurs, un autre Belge. Nous faisions la route Liège-Bruxelles ensemble pour toutes les réunions du comité de rédaction. Et on devait se partager la besogne. Alors, toi tu vas faire ceci, toi tu vas faire cela. Et la question venant vers moi, que faire? Je ne suis pas poète, donc si j'ai fait quelques vers, ils ne valent rien, donc ce n'est vraiment pas à ce titre-là que je pouvais intervenir. Faire de la critique de poésie, ça ne m'intéressait pas beaucoup, parce que j'ai toujours trouvé ça d'abord très personnel, le goût de l'un n'est pas le goût de l'autre, et puis il y a une sorte d'imposture à essayer de se substituer à l'auteur pour lui dire ce qu'il a voulu dire, alors qu'il le sait finalement mieux que vous. Et par surcroît, on prive le lecteur du plaisir de découvrir lui-même, en découvrant à sa place et en lui disant voilà ce que vous devez comprendre. Donc c'est vraiment une imposture, et ça, je ne voulais pas faire. Alors j'ai décidé je leur ai proposé de faire une chronique tous les mois, puisque c'était une parution mensuelle, sur le langage. Et je pensais aller lire des recueils d'essais sur la poésie ou sur la littérature en général. Donc c'était plutôt la théorie de la littérature qui m'intéressait, et de la poésie en particulier. J'ai fait ça. Et pour lancer la série, qui a assez bien marché, ça m'a donné beaucoup de contacts, j'ai fait une première chronique qui expliquait mes objectifs, tels que je viens de les donner maintenant, un peu plus détaillés. Et par retour de courrier, j'ai reçu des lettres, tout un paquet, pas une lettre, un véritable paquet, d'un poète français qui s'appelle Pierre Garnier, et qui était lui-même l'auteur de recueils de poésie que j'allais apprendre à connaître, donc poésie visuelle, et aussi l'animateur d'une revue qui s'appelait la revue Les Lettres, qui a eu 8 numéros, qui se présente plutôt sous la forme de petits portefeuilles, et où il publiait des œuvres des gens d'une mouvance dont j'ignorais absolument l'existence. J'ai reçu ce machin-là. Je dis machin parce qu'à l'époque, je l'ai considéré comme un machin. Qu'est-ce que ça? Comment est-ce qu'il faut lire ça? Je ne comprenais vraiment pas.
J'étais accuyant. J'arrivais avec ma démarche traditionnelle de lecteur de poésie qui attend le dernier vers du sonnet pour voir la pointe qui permet de comprendre tout le reste. Et je me trouvais devant quelque chose d'autre, quelque chose où tout était éparpillé sur la page, les mots changent de dimension, les lettres aussi. Il y avait une syntaxe, certainement, ça ne devait pas être tout à fait au hasard, mais je ne comprenais pas. Et c'est probablement ça qui m'a stimulé, il faut que je comprenne. J'avais quand même cet a priori favorable que une sorte de maxime que j'ai toujours appliquée dans d'autres domaines aussi, il faut faire confiance aux artistes. J'étais fort exaspéré parce que dans mon milieu, on a souvent dit, ces artistes-là, ils se moquent de nous, j'en ferais bien autant, et des choses pareilles. Je n'ai jamais accepté ça, j'ai toujours pensé, ils ont une sincérité que je ne comprends pas, mais c'est à moi de faire la démarche, et eux l'ont déjà faite, et ils me la présentent honnêtement, et même modestement, bien souvent, parfois avec crainte, et en attendant le retour. Et si le retour est simplement vous êtes un farceur, vous êtes un faux artiste, vous faites semblant, vous vous moquez de nous, etc., il y a quelque chose qui n'est pas acceptable. Donc j'ai fait l'effort. J'ai répondu à Pierre Garnier, je l'ai rencontré, j'ai montré ses envois à des amis littérateurs qui ont aussi eu des réactions, disons, d'hésitation. Ils ne voulaient pas nier, ils ne voulaient pas rejeter en bloc, mais en même temps, je ne comprends pas très bien, je ne vois pas très bien où ça mène. Certains m'ont dit catégoriquement, je ne citerai pas leur nom parce qu'ils sont toujours en activité pour le moment, ça, Pierre Garnier, c'est nul et non avenu. Voilà, froidement. Bref, de fil en aiguille, j'ai fini par comprendre le fil qui me permettrait d'interpréter, d'apprécier ces choses-là. Et à ce moment-là, ça a été une véritable découverte parce que c'était comme une immense fenêtre qui s'ouvre. Pierre Garnier n'était qu'un des protagonistes, mais il avait à côté de lui, il avait déjà fait la démarche, hein, bien qu'à peine plus âgé que moi, il n'a que 2 ans de plus que moi, donc j'aurais pu, comme lui, être au courant, mais je ne l'étais pas. Je sortais de ma campagne sans doute tout à fait ignorant et borné, mais le résultat est là. Et lui donc avait déjà, grâce à sa petite revue et des manifestes qu'il avait publiés, il avait reçu un torrent de réponses et il était en contact personnel, il connaissait d'ailleurs physiquement la plupart des protagonistes du mouvement et j'ai découvert que c'était... C'est comme... Et tout d'un coup, on apprend qu'il existe un satellite de la Lune dont on ignorait l'existence, mais c'était plein de monde. C'était plein de monde, notamment les 2 Brésiliens dont j'ai parlé, Gomringer, qui est un ami personnel de Garnier, et puis tous les autres, donc Finlay, Yandel, Laura Totino, etc. Donc c'était un véritable continent. Et j'allais de découverte en découverte, parce que chacun cultivait ce nouveau domaine à sa façon, avec son type ses petites découvertes personnelles, et souvent avec une opiniâtreté et une énergie qui était vraiment roborative, agréable. On se sentait dynamisé, on était emporté par un courant, vraiment. On peut dire que c'est un mouvement international. Oui. Est-ce qu'on pourrait citer les pays qui ont eu des représentants dans le courant ? Bien sûr. Les 2 premiers pays représentés, c'est le Brésil et la Suisse alémanique, donc plutôt les Allemands. Il y avait en Allemagne déjà à l'époque des écrivains qu'on peut appeler des écrivains d'avant-garde. Je ne sais pas si vous connaissez la littérature allemande. Enfin, il y avait des gens comme Gerhard Rühm ou bien Helmut Heisenbüttel, des gens comme ça. Mais ils écrivaient des livres. C'est-à-dire que ce n'était pas vraiment parti encore dans le visuel. Mais c'était une littérature très, très différente de la littérature traditionnelle. Et il y avait aussi en Allemagne un professeur, un théoricien qui s'appelait Max Bense,
Lui aussi, c'était un Strasbourgeois, donc il était bilingue franco-allemand, ce qui facilitait beaucoup les contacts entre ces gens-là. D'ailleurs, Pierre Garnier est professeur d'allemand, il a épousé une Allemande, lui aussi est bilingue. Gomringer était espagnol et allemand, au fond, il parlait espagnol et l'allemand en tant que bolivien, mais il parle aussi le français à la perfection et l'anglais, bien sûr. Donc tous ces gens-là sont polyglottes, à la base. Il y avait le noyau allemand, le noyau brésilien, et puis les revues qui ont été publiées de part et d'autre de l'Atlantique. Donc il y avait là où les revues brésiliennes, Neugandrecht, donc la principale revue des Brésiliens, il y a eu la revue Roth, qui a été publiée par les Allemands, et puis tout de suite après est arrivé Pierre Garnier avec la revue Les Lettres. Il s'est trouvé en contact avec Finlay, donc Ian Hamilton Finlay, qui est un Écossais, lequel lui aussi a fait une petite revue qui s'appelle POTH, pour Old Tired Horse. C'est magnifique comme revue, une très très belle revue. Chaque petite revue est un livre, un livret, avec des œuvres d'un tas de gens. Alors surtout du côté anglais, là, on avait John Furnival, on avait des gens comme ça, John Shack, des Américains aussi. Alors peu à peu, tout le monde est arrivé. Jandl était autrichien, Gapmayer, autrichien, sont arrivés du côté des Italiens. Beaucoup de monde. J'ai parlé de Laura Totino, mais il y avait pas autour de lui, parce que les rapports n'ont pas toujours été absolument cordiaux. Il y avait, vous savez certainement, les poètes italiens sont très engagés. Les littérateurs sont extrêmement à gauche, contre le système, et ils luttent. C'est vraiment de la poésie très engagée, de lutte. Alors, les protagonistes italiens ont très rapidement je ne dis pas dérivé, mais bien sûr, c'est de la poésie visuelle, mais ils ont intégré des photographies dedans, des photographies de presse, dont on coupait des morceaux, détournés. Donc c'était un peu différent quand même, un peu plus mixte que d'une poésie faite uniquement avec des mots. Finlay, lui, c'est encore un cas à part, puisque son œuvre principale, celle pour laquelle en tout cas il est connu, c'est son jardin. Donc là, ce sont des poèmes à 3 dimensions. Ils sont dans un environnement, c'est une plaque avec une inscription, mais qui est attachée par exemple à un arbre, de manière à ce que l'inscription se combine avec le bruit du vent dans l'arbre, et que l'un permette de comprendre l'autre. Des choses de ce genre-là. Ça c'est Finlay. C'est une voie d'exploration complètement, tout à fait personnelle. Il n'y a que lui qui a fait ça. Alors sont arrivés dès le début, je crois vraiment dès le début, un Suédois qui s'appelait Fahlström, Öyvind Fahlström, qui est plutôt devenu peintre par la suite. Mais au début, il était au Brésil aussi. Il est allé au Brésil aussi, et je pense que ses premiers enregistrements, il a fait de la poésie sonore également, datent de cette époque-là. Les Japonais sont arrivés dans le jeu. Mais le jour où les Japonais sont arrivés, ça a été évidemment une découverte pour tout le monde, parce qu'eux, ils ont déjà une écriture qui est d'origine idéogrammatique, qui est déjà la base d'un art traditionnel qui est la calligraphie. Donc, eux partaient avec, je dirais, une sensibilité, des concepts déjà d'avance par rapport aux Occidentaux, chez nous, qui n'ont pas cette tradition-là derrière eux. Aussi, les Japonais ont immédiatement fait une revue, la revue VU, V-O-U, dans laquelle des poèmes magnifiques ont été présentés. Alors ces gens-là, je les ai moins connus. J'ai connu, juste à la fin de sa vie, Seiichi Kuni, qui était un ami de Garnier, c'est comme ça que je l'ai connu. Ils ont fait des poèmes franco-japonais. Donc c'est bien la preuve que c'était international. Il y avait des caractères japonais, des caractères dans une de leurs écritures, et puis du français. Et tout ça, ça formait un jardin japonais. Mais un jardin à la française, mais japonais.
Donc toutes sortes de tentatives qui étaient lancées comme ça, voilà, le type de démarche tout à fait internationale. Par la suite, là je connais encore hein, celui qui survit, disons, il s'appelle Shutaro Mukai. Y a-t-il eu des Belges, par exemple? Voilà une bonne question. Il y a eu certainement au moins, il y en a eu quelques-uns, mais c'est quand même assez timide comme pénétration en Belgique, en France aussi je trouve. Mais le Belge vraiment digne de figurer dans les grandes anthologies, c'est Paul Devray, natif d'Ostende et qui vivait à Anvers. Assez curieusement, bien sûr, il avait une production en flamand, sonore aussi bien que visuelle d'ailleurs, mais il était attiré par les Italiens, lui-même était très engagé politiquement, et il a donc pratiquement publié presque tout, dans les revues italiennes. Et la revue italienne, pour illustrer ce que je viens de dire il y a un instant, s'appelait Lotta Poetica, donc la lutte poétique. Hein. C'est bien clair que dès la couverture, il était annoncé qu'on était dans un milieu engagé politiquement. Et il a donc publié beaucoup là-bas, avec un certain Sarenko, et puis tous les autres, il y en a vraiment beaucoup. Alors, y a-t-il encore d'autres pays? Certainement, je crois qu'il y avait On n'a pas parlé de l'Espagne, est-ce qu'il y avait des Ah oui, voilà, oui. L'Espagne, et finalement la France, on n'en a pas beaucoup parlé non plus. L'Espagne, il y a un ou deux Espagnols, mais ça a été tout tardif. Alors, le monde hispanique, c'est pas limité à l'Espagne, bien sûr. Hein. Il y a l'Amérique du Sud. Et là, pour le moment, elle vit encore et travaille encore Clemente Padin, un Uruguayen, qui fait... Oui, ça peut toujours être lié à la poésie visuelle, mais ce sont des objets. Quel pays encore? Oui, il y a un Portugais. Il y a deux Portugais. Une femme qui est une artiste extraordinaire, qui s'appelle Lourdes Castro. Lourdes, hein, c'est un prénom de cette région-là. Lourdes Castro. Elle a fait des choses magnifiques, des livres avec des feuilles transparentes qui, suivant qu'on tourne les pages, on voit des choses différentes à cause de ça. Et puis un autre qui s'appelait aussi Castro, mais ils ne sont pas... De Melo et Castro, je ne sais pas comment prononcer exactement. Lui, c'est plus de la poésie strictement visuelle. Oui, il appartient au mouvement, mais je pense que c'est plutôt une deuxième génération, ces gens-là. De même que un Catalan, Brossa, ça vous dit quelque chose? Joan Brossa. Ça peut se rattacher au mouvement, parce que je pense que les publications ont été diffusées de plus en plus largement, les gens intéressés les ont eu sous les yeux, et ont été plus ou moins influencés, ont eu envie de faire partie du mouvement, ou en tout cas de montrer qu'ils connaissaient et qu'ils appréciaient. Je ne sais pas exactement, mais ce sont des protagonistes que je trouve moins directement impliqués dans le mouvement. Mais c'est un mouvement absolument international dès le début, facilité par le fait que c'est une poésie qui doit être vue et on peut très très bien ignorer complètement la langue dans laquelle c'est composé. Il n'y a que quelques mots ou quelques lettres. Il suffit que le titre soit traduit, par exemple, hein, ou que les mots principaux soient dans un petit sorte de mini-dictionnaire dans un coin, et ça suffit. Donc moi aussi, je ne connais pas le japonais, mais je peux montrer des poèmes japonais que je crois apprécier à peu près correctement, simplement parce qu'on me met quelque part, ce caractère-ci, ça veut dire homme, celui-ci, ça veut dire arbre, ceci, ça veut dire une porte, et puis du coup, je comprends. Vous m'avez parlé la dernière fois de certains artistes qui ont créé des machines poétiques. Alors j'aurais voulu savoir un peu de quoi il s'agissait. Oui. S'il s'agissait de la même démarche, au fond. Oui, hein, c'est une extension du concept. Pourquoi ne pas avoir intégré la troisième dimension dans un premier temps? Pourquoi ne pas intégrer le mouvement, donc des machines? Il n'y a pas eu beaucoup de monde qui a fait ça. Mais quand même, on peut appeler machine, il faut étendre un peu le sens du mot machine aussi. Hein. Même Finlay, par exemple, dans son jardin, il a fait des poèmes flottants. C'est en Écosse, un pays très humide, et il a capté les différentes sources
pour en faire un étang. Il y a plusieurs étangs. Sur un d'entre eux, on peut même circuler en barque, hein, c'est assez grand. Donc là-dedans, il a des poèmes flottants, d'une série de lettres tracées sur des disques ou des plaques flottantes, colorées. Et puis le vent et les courants, petit à petit, déplacent donc l'agencement initial, sorte que c'est une machine dans ce sens qu'on doit assister à la dislocation du signifiant et du signifié aussi en même temps. D'autres ont fait des choses du même genre. Par exemple, un Allemand, dont je n'ai pas encore parlé, mais qui est pour moi un des artistes les plus exceptionnels qui ait existé et qui existe encore en Allemagne, qui s'appelle Tim Ulrichs. L'œuvre que je vais citer est plutôt anecdotique, mais elle va dans le sens des machines. C'est un cadre de 1 mètre carré exactement, un cadre en bois, un petit cadre, posé sur le sol et qu'il bourre d'escargots. Alors, à un instant donné, on tire le cadre et on prend une photo toutes les X minutes et on regarde de nouveau la dislocation du contour carré avec les escargots qui vont dans toutes les directions. Donc on peut appeler ça une machine si on veut. D'autres machines que je trouve plus conformes au concept classique de machine, c'est des machines faites par un Anglais qui est décédé, malheureusement, il est décédé très très jeune. Et j'ai eu ces machines, je les ai eues en main. Je voulais faire une exposition des machines poétiques et je suis donc allé en Angleterre chez sa veuve, qui a accepté de me passer ce qui restait des deux machines qui étaient dans son grenier, dans un état assez avancé de dislocation, fonctionnaient plus très bien. Mais enfin, c'est des machines en ce sens que c'est un peu comme une construction de mécano, avec un petit moteur électrique, des poulies, des renvois, des leviers, des choses de ce genre-là, et généralement des mouvements avec des mots qui se déplacent, ou des chiffres qui se déplacent, notamment, par exemple, un cadran d'horloge, hein, dont on peut imaginer qu'au lieu de se déplacer, les aiguilles, au lieu de se déplacer régulièrement, font des mouvements irréguliers, ou des choses comme on peut imaginer. On voit immédiatement tout ce qu'on peut faire avec ce concept d'image. Je les ai réparés et je les ai présentés à une exposition ici à Liège. Une autre machine, pour donner un exemple de ce que ça peut être une machine poétique, c'est une que j'ai faite avec Dom Sylvester, justement, au Ouédard. J'allais le voir régulièrement tous les ans en Angleterre. On dit Dom Sylvester, c'est vrai, c'est un moine bénédictin. Un drôle de moine entre nous, hein, c'est un homosexuel. Enfin, ça ne signifie rien pour un moine, mais il était donc dans son monastère bénédictin, et quand j'allais le voir, j'allais dans le secteur réservé aux visiteurs. Je pouvais manger avec les moines, j'écoutais les récitations de textes édifiants. Tout le monde devait se taire, et il y avait un lecteur. Et puis après, il disait, bon, maintenant on s'en va. Et il m'appelait, il me mettait dans le parloir, il allait changer de vêtements, il retirait son capuchon et sa grande robe de bure, et je le retrouvais en vêtements civils. On prenait l'autobus, on allait à Gloucester, et on est allé, cette fois-là, puisqu'il s'agit de machine, on est allé dans ce qu'on appelle une arcade en anglais, c'est-à-dire un Luna Park, hein, un endroit où sont rassemblées toutes les machines à sous de tous les genres, qui à l'époque étaient interdites en Belgique, mais pas en Angleterre. Alors il me dit, voilà ce que je veux faire, je veux utiliser une machine à sous, un jackpot, hein, le jackpot habituel avec son grand levier, et qui fait tourner une roue. Alors sur cette roue, généralement, on dessine des fruits, et puis suivant que les fruits sont alignés ou pas, il y a plusieurs roues, hein. Je crois qu'il y avait 3 roues, peut-être parfois plus. Enfin, dans le modèle qu'on a choisi, il y a 3 roues. Je voudrais démonter une machine comme ça et remplacer le rouleau, remplacer plus exactement sur le rouleau les fruits par une bande de papier où je mettrais des mots. Et comme ça, j'obtiendrai d'une manière aléatoire des petites phrases de 3 mots, des combinaisons de mots.
Alors, est-ce que tu es d'accord pour qu'on fasse ça? Je voulais ça pour mon exposition ici à Liège. J'ai dit oui, bien sûr. Mais il dit, pour ça, je vais te faire les bandes, et toi, débrouille-toi pour les machines, évidemment. Parce qu'évidemment, on ne pouvait pas amener une machine d'Angleterre, et j'ai obtenu une dérogation en Belgique pour en utiliser une, parce que c'était interdit. Et le monnayeur dans la machine était scellé, était sous-scellé, et j'ai dû signer des déclarations sur l'honneur qu'il n'y aurait aucun paiement, parce que j'avais bien été obligé de dire qu'il y avait des combinaisons gagnantes et des combinaisons perdantes dans le concept de Dom Sylvester. Et alors l'idée, c'est que celui qui gagne donc une des combinaisons gagnantes, il reçoit une œuvre de Dom Sylvester, tout simplement, en cadeau. Alors il fallait absolument que je signe sur l'honneur, que je déclare qu'il n'y avait aucune transaction financière associée à l'opération. Voilà une machine. Bon, il y en a eu quelques autres, des machines faites par Tibor Papp, un Hongrois, voilà, encore un protagoniste de la bande, qui était une machine dans un sens un peu particulier. C'était une boîte à gants, une sorte de caisse, comme la dimension d'un tiroir, recouverte d'un tissu. Et de ce tissu sortaient deux manches, comme des manches de chemise, ou de tablier plus exactement, avec des élastiques. On passait son bras, les deux bras respectivement dans la gauche et la droite, et puis on allait explorer le fond du tiroir où se trouvait un poème en relief, en saillie. Il fallait le découvrir non plus avec ses yeux, mais avec ses doigts. Voilà. Ça veut montrer simplement que le concept de machine poétique est très extensible.